Allez, bonjour à tous, on revient sur la Révolution française pour cette seconde partie. Souvenez-vous, on avait vu que justement les troubles révolutionnaires ont amené à la création d'une Assemblée nationale constituante avec le serment du jeu de paume du 20-22 juin 1789 et à la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. On s'était arrêté aux événements d'octobre lorsque des femmes affamées réclamaient du pain au roi qui à la base, Louis XVI ne souhaitait pas se présenter au balcon devant la foule. Il a fallu l'intervention de Lafayette pour que le roi se déclare favorable à la Révolution française, qu'on écoute justement les revendications de ces femmes. La période qui suit la Révolution française est appelée, comme on le dit, la Grande Peur. C'est tout ce mouvement révolutionnaire qui va toucher les grandes régions de France durant l'été 89. C'est-à-dire qu'aucune région du royaume n'est épargnée, même si l'Alsace n'en prend pas compte, également aussi pour la Bretagne. Néanmoins, les 2 tiers du pays sont touchés par ces troubles révolutionnaires. L'un des événements, c'est justement de la terreur, c'est la prise du palais des Tuileries par les sans-culottes. Les sans-culottes, c'est le nom donné au début de la Révolution française par mépris aux manifestants populaires, qui portent des pantalons à rayures et non des culottes. Vous savez, les culottes, c'était ce vêtement qui allait de la taille au genou, à la mode, qui était le vêtement à la mode de l'époque, porté par tout le monde, que ce soit les nobles ou les petits paysans. Les sans-culottes, c'est ce vêtement de toile, rayé, qui est porté jusqu'à la cheville. Il deviendra le symbole vestimentaire de la Révolution française. Le 10 août 1792, il faut revenir un petit peu sur le contexte. Le roi a fui à Varennes, vous connaissez l'histoire. Le roi s'enfuit de Paris face à la montée de la terreur, de la Grande Peur et de la terreur. La famille royale est assez quitte et part pour Varennes. Elle est reconnue par justement le tenancier et l'aubergiste qui reconnaît le visage du roi sur une pièce de monnaie. Le roi depuis est assigné à résidence au palais des Tuileries, c'est au bord de la Seine, pas loin d'ailleurs de la tour Eiffel actuelle. Le 10 août, les Parisiens craignent l'arrivée de troupes autrichiennes qui viendraient sauver le roi. L'Autriche reste un allié du roi. Sa femme est autrichienne, je vous rappelle que Marie-Antoinette est Marie-Antoinette d'Autriche. L'Autriche serait, selon les rumeurs, en train de lever une armée pour mettre fin à la Révolution française. Les Parisiens l'apprennent et une foule de sans-culottes se rassemble aux abords des palais des Tuileries, qui est gardé par 900 hommes. La prise est particulièrement violente. Elle dure sur 2 jours. Le 10 août, Lafayette, qui est commandant de la garde nationale, parvient à calmer le jeu. Il sort avec ses hommes, leur fait porter la cocarde tricolore, bref, tout va bien, il fait reconnaître la Révolution française et que le roi reste un sympathisant de la Révolution française. Mais Lafayette, malheureusement, ne prend pas véritablement conscience des événements. Il part chez lui, va dormir, simplement. Le problème, c'est que derrière, les réactions sont particulièrement sanglantes. Le palais des Tuileries est pris d'assaut par les sans-culottes et les révolutionnaires, galvanisés par certains meneurs, qui font courir des rumeurs disant qu'il y aurait eu des massacres et surtout l'arrivée des troupes autrichiennes imminentes. La prise est malgré tout sanglante. Lorsque vous voyez là, vous voyez l'assaut par les sans-culottes du palais de Tuileries, vous voyez les combats qui ont lieu ici dans les escaliers du palais. L'Assemblée législative ne réagit pas sur le coup, elle attend un petit peu, mais le palais est pris d'assaut et c'est un véritable massacre. Les troupes qui stationnaient et qui gardaient le palais sont massacrés par les révolutionnaires. L'Assemblée législative, elle, enhardie par le succès de l'émeute, ils attendent le 11 août 1789 pour intervenir. Ils attendent que les événements sont terminés. Elle convoque une assemblée extraordinaire et elle décide de suspendre le roi. Le roi est suspendu. Il n'y a plus de monarchie. Il est arrêté et la Convention nationale prend les mesures pour assurer la souveraineté du peuple et le règne de la liberté et de l'égalité. La monarchie prend réellement fin en août 92. C'est-à-dire que le roi n'est plus reconnu comme l'autorité et le pouvoir en France. Il est démis de ses fonctions, il est emprisonné. Il est emprisonné. D'accord ? Des événements de août 92 est créée la première déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Ils deviennent donc désormais, les Français ne sont plus des sujets du roi, mais bel et bien les citoyens. La déclaration est là pour leur garantir, leur certifier. D'accord? Ils obtiennent de nouveaux droits grâce à cette constitution. Une constitution est également mise en place. Alors, je vous montre un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire qu'avant 1791-92, avec l'assemblée du jeu de pommes, on avait une assemblée et une monarchie parlementaire. Le roi était toujours à la tête du royaume. D'accord? Mais il y avait une séparation des pouvoirs. Le roi avait le pouvoir législatif, décidé. L'administration et l'armée étaient menées par l'exécutif. La justice est rendue au nom du roi. On commençait avant, il y avait une séparation des pouvoirs avec l'assemblée législative. Avec la constitution de 91, désormais, il y avait le roi des Français, l'Assemblée nationale constituante et les juges. Désormais, le roi est effacé, il n'y a plus qu'une Assemblée nationale constituante et les citoyens actifs. C'est le principe. D'accord? Pour le roi, qu'est-ce qui se passe pour le roi? Eh bien, c'est la fin de la monarchie. Tout simplement. Un procès a lieu en décembre 92 pour savoir si le roi doit être reconnu coupable. D'ailleurs, il perd son statut de Louis XVI, roi de France, il devient Louis Capet. Un procès a lieu et on demande si Louis Capet est-il coupable de conspiration contre la liberté publique et attentat contre la sûreté générale de l'État? Oui. S'il est reconnu, sera-t-il soumis à la ratification du peuple? Est-ce que le jugement de la Convention nationale contre le Capet, voilà, est-ce qu'on demande l'assentiment du peuple? Non. Quelle peine sera infligée à Louis Capet? Vous voyez qu'on est encore à un certain, on ne sait pas trop ce qu'on veut pour le roi. Hein. Malheureusement, à 51%, le roi est condamné à mort. Y aura-t-il un sursis? Non. Vous voyez qu'un petit peu, sans aucun sursis. Le 21 janvier 1793, Louis XVI est guillotiné en place publique. C'est la fin de la monarchie absolue. C'est terminé. Il n'y a plus de roi. Désormais, on parle de république. Et non plus de monarchie absolue. Là, donc, la Révolution française fonctionne. On a une assemblée qui vote les lois, qui peut élire qui élit des représentants, via les Français. Donc, le système fonctionne. C'est un peu un laboratoire politique, cette Révolution française, après la mort du roi. Hein. C'est-à-dire que, on a l'Assemblée nationale qui s'établit, qui se met en place, et qui cherche à trouver une espèce d'équilibre politique. C'est également aussi l'émergence de nouveaux clubs, c'est-à-dire de nouveaux lieux de débat. C'est-à-dire qu'on débat à l'Assemblée, mais pas que à l'Assemblée. C'est l'émergence des clubs. Ici, vous avez le club le plus connu, les Jacobins, donc faisait partie en Bessières. Ces clubs sont des clubs masculins, hein, même s'il y a des clubs féminins, les femmes peuvent se réunir, hein, majoritairement ils sont masculins, qui vont débattre et parler de la vie politique. Vous avez par exemple les Jacobins, donc, qui sont ici. Je vous ai clairement parlé des Cordeliers, qui sont les plus radicaux, les Feuillants, les plus modérés, etc. Ce qui apparaît également avec la fin de cette monarchie, c'est tout simplement la liberté de la presse. Et ça, c'est important. La liberté de la presse n'existait pas, elle était musée par le pouvoir royal. On crée une presse libre et républicaine. Hein, c'est ce qu'on vous montre sur le détail du tableau de Desducourt, de Philippe-Louis Desducourt. Alors, c'est aux Archives nationales, je l'ai eu sur le site de la BNF, hein, la Bibliothèque nationale de France, où on voit justement la conception et la réalisation et l'impression de journaux. C'est-à-dire que là, on voit là ce que va être les journaux. D'accord? Donc là, maintenant, la presse est libre et on peut créer des journaux. D'accord? Ça, c'est le plus important. Donc, vous voyez un peu cette naissance de la République se fait malheureusement, malgré tout, par la terreur et la violence. Malgré tout, on reste sur les idées des Lumières à la base. On ne cherche pas à renverser le roi, on cherche tout simplement à créer l'idée que le roi doit exister, mais il doit composer avec son peuple. Sur ce point-là, les idées Lumières sont plus ou moins respectées, on le comprend, hein, tout simplement. Et le serment du jeu de pommes du 20 à 22 juin 89 est là pour le prouver. Le problème, c'est les éléments qui se passent à côté. On sent que le roi, on ne sait pas trop quel tableau joue le roi. Si bien que le roi, au fur et à mesure, par son inaction, son comportement va s'enfermer dans cette idée de despote, de tyran. Et le peuple, en vertu des idées des Lumières, doit mettre fin à ce despote, à ce tyran, au nom de la justice et de la raison. Et là, vous retrouvez ce on retrouve avec les idées des Lumières depuis le début du chapitre. D'accord? C'est au nom de la justice, de la raison, de la vertu, ces idées chères aux Lumières, que les événements révolutionnaires vont s'envenimer. Et de toute façon, beaucoup d'acteurs vont finir à la guillotine, de toute façon, ça, il faut que vous le compreniez très bien. D'accord? Mais à la base, les idées des Lumières vont porter cette révolution dans un sens qui, au départ, est le bon, pour certains.
cette monarchie parlementaire. Le roi ne doit pas être déposé. Et vous voyez, lors du procès, hein, on a encore du mal à savoir ce qu'on veut faire du roi de France, d'accord? Néanmoins, l'inaction, peut-être la réaction du roi, qui est, je suis pas là pour faire l'apologie du roi ni son procès, c'est pas la bonne. Hein, vous voyez qu'il est indécis lors des événements du pain, lorsque les femmes viennent de réclamer du pain, il faut l'intervention de Lafayette, justement, pour que le roi réagisse. Aux Tuileries, c'est le même cas. Hein, donc, il perd la confiance du peuple, qui lui verra en lui un tyran. Et de ce fait, au nom du principe de la raison et de la justice, le peuple va déposer ce roi, l'arrêter et l'amener à l'échafaud. D'accord? Donc, on est toujours ces idées de justice, de vertu et de raison, et surtout l'idée que le peuple doit réfléchir et se disposer par lui-même. Et là, on retrouve tout au long des événements, que ce soit en 89, en 91 ou en 92, cette idée. Hein, l'Assemblée nationale constituante qui a été établie depuis 89 montre l'idée que le peuple doit disposer et agir de lui-même. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen est l'aboutissement des idées des Lumières, de toute façon. D'accord? Allez, voilà pour la capsule sur la seconde partie de la Révolution française. Il nous reste à parler de notre cher ami Lafayette. Qu'est-ce que fait Lafayette pendant ces événements? On va parler un petit peu, on va voir un petit peu le citoyen Lafayette face à la Révolution française.